Merci beaucoup à la Fédération musulmane de m'inviter. Ça avait été un plaisir, d'autant que effectivement, je suis aux activités déjà depuis une vingtaine d'années. Et je dirais que effectivement, bon, d'une certaine manière, et là je parle en tant qu'ancien fonctionnaire de l'Eurocentre du ministère de l'Intérieur, c'est un bon élève, on va dire. Pas de l'État, attention, hein, c'est un bon élève par rapport à la communauté musulmane. Effectivement, elle a su mener sa barque à sa manière, sa fédération. Elle était gératrice finalement en son sein d'un certain nombre de personnalités comme la République, mais aussi d'autres initiatives qui effectivement ont prouvé qu'il y a une harmonie tout à fait possible qui se fait sur notre territoire et que effectivement par rapport au sujet que vous avez suggéré, c'est les difficultés d'organisation de l'islam de France et ses conséquences. On voit que quand localement on se déplace, peut-être qu'on a envie de dire, pas tant que ça, finalement, il y a des difficultés, certes, dans une organisation, et si vous voulez centraliser un organe qu'on veut construire, mais finalement, l'islam de France, écoutez, il existe en France depuis un certain nombre d'années, il est présent en France depuis un certain nombre d'années de manière assez visible, mais finalement, si on ne tient pas compte de ce que si vous voulez, de ces critiques, Vincent Lesser l'a dit, par rapport aux critiques qui sont émises vis-à-vis du Conseil français du culte musulman, vis-à-vis de structures qui seraient, qui se disent représentatives des musulmans de France, finalement, l'islam de France, il fait son petit bonhomme de chemin tranquillement, de manière relativement dynamique. Je citerai quand même quelques exemples, les 2400, 2500 lieux de culte en France métropolitaine. Quand on voit d'où c'est qu'on vient, où c'est qu'on est aujourd'hui, les organisations musulmanes elles-mêmes, ces fédérations qui ont fini par se structurer, tant bien que mal, qui sont arrivées à une certaine maturité, même si des reproches peuvent leur être faits, des centres de diffusion de la pensée musulmane. Il y en a des centres de diffusion. Alors, effectivement, d'un point de vue médiatique et d'un point de vue formel, on veut entendre quand on parle de l'islam, de religion musulmane. Alors, combien de séminaires, combien d'instituts musulmans, de syndicats islamiques? Oui, si on le veut de manière formelle, on dira, il y a deux instituts dignes de ce nom qui existent en France, l'IESH, l'une à Montauban, l'autre à Saint-Denis et l'autre au sein de la mosquée de Paris, mais il y a une multitude. Je vois le centre, l'Institut d'études que vous développez à Bordeaux, mais il y en a d'autres aussi à Lille, il y en a à Reims, à Strasbourg, à Villeurbanne, à Lyon, à l'Institut français des cultures musulmanes à Lyon, par exemple. Vous voyez, ça, ce sont des manifestations, silencieuses, et qui, effectivement, prouvent de ces désirs de ces musulmans de se retrouver pour, effectivement, s'entretenir de la pensée musulmane, pour se cultiver, pour se former à la connaissance du fait religieux musulman ou de l'islam lui-même. Donc, vous voyez, ça, c'est une chose. Ensuite, il y a des aumôneries, tout doucement, les aumôneries de l'armée, qui sont souvent citées en modèle, des armées. Vous avez les aumôneries de l'hôpital, alors qui, en dépit des difficultés, et là je tiens le témoignage de l'aumônerie nationale des hôpitaux, Abdelhak Nabawi, franchement chapeau, parce que c'est pas facile de faire rentrer des aumôniers musulmans dans les hôpitaux, vous savez, certains, je suppose, et bien sûr la prison. Aujourd'hui a doublé, plus que doublé le nombre d'aumôniers de prison. Alors je citerai enfin le halal, les points de vente aussi bien en GSM, en grande surface, et puis en locaux artisanaux, se sont multipliés. Je ne vais pas, si vous voulez, pourquoi ces constats, je fais ce constat, c'est qu'à chaque fois, effectivement, le misérabilisme, on n'est plus dans le misérabilisme. On n'a plus le droit de parler à propos de l'islam de France de misérabilisme. On pouvait le dire, à la limite, à la frange, il y a encore une
quinzaine d'années. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de parler de misérabilité. Il y a des autres questions qui se posent. Ça, je suis d'accord. Il y a d'autres questions qui se posent par rapport à la perception que peuvent avoir les non-musulmans des musulmans. Et c'est vrai que les malheureux événements de l'année dernière y ont contribué, mais c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, malheureusement. Et donc, du coup, si vous voulez, de ce point de vue-là, en dépit de l'optimisme, il faut quand même garder une balance entre ces deux choses. Et pourtant, en fonction de ces éléments, les musulmans semblent à la recherche d'une représentation idéale de leur communauté religieuse. C'est l'introuvable représentation de l'islam de France. Alors là je veux dire que, bon, comparons avec les autres religions. C'est-à-dire que, quelque part, la France, l'islam est sauvé, c'est tout à fait normal, comme l'ont été le culte israélite auparavant, comme l'a été les protestants auparavant aussi, car les protestants, la Fédération protestante de France, elle s'est créée en 1905, elle s'est créée, effectivement, on a dit maintenant vous vous séparez, vous n'êtes plus membre, il faut que vous trouviez. Donc la Fédération protestante s'est créée elle-même parce qu'elle était dans la nécessité de trouver une structure interlocutrice des pouvoirs publics. Donc c'est un peu ça qui a été à la naissance, si vous voulez, des grandes structures nationales. Bon, à part l'Église, je mets l'Église à part. On n'a pas besoin de l'État pour exister. On a un autre passé. Mais il est vrai. Alors la religion musulmane s'est retrouvée un petit peu partagée entre ces deux nécessités, celle, effectivement, d'avoir une voix qui s'exprime en son nom pour la représenter, au moins symboliquement. Croyez-moi, moi qui ai fonctionné dans ces relations avec les musulmans, la représentation des musulmans sur le perron de l'Élysée au moment des vœux, ce n'est pas une mince affaire. Ça peut paraître complètement secondaire, mais ça l'était sur le plan symbolique. Il y avait des choses qui, sur le plan symbolique, étaient très importantes. Donc il y avait une demande quand même, effectivement, de cette reconnaissance, au moins symbolique, d'une part, mais d'autre part, si vous voulez, il y avait aussi de la part des pouvoirs publics cette demande qui n'est pas une demande qu'on a un peu abusément définie comme une demande post-coloniale, etc. Non, elle n'est pas post-coloniale. C'est une demande de dire, écoutez, nous voulons avoir en France, on ne peut pas fonctionner dans la reconnaissance individuelle de l'être religieux, du religieux lui-même ou du croyant. On fonctionne avec des structures. Et croyez-moi, la religion musulmane, ces problèmes qui sont moins, dont on parle moins, sont par exemple des problèmes très très vifs, au moins de la mouvance évangélique du Conseil national des évangéliques de France. Vous savez, quand vous avez une église évangélique africaine qui demande l'introduction d'un pasteur ou d'un carte de séjour, eh ben, vous demandez à avoir un acteur. Que fait l'État français? Eh ben, il va aller chercher quelle église évangélique qui le représente, y compris à l'étranger. Elle ne trouve personne. Eh ben, il a refusé le visa pour le pasteur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une question, c'est une question administrative, la demande vis-à-vis de la religion musulmane en l'occurrence. Donc, ça veut dire qu'on a des demandes contradictoires dans ce que peut être une organisation représentative. Ce n'est pas quelque chose comme ça, un modèle idéal qui se crée ex nihilo. Donc, du coup, si vous voulez, bon, il y a eu cette création du Conseil français des cultes musulmans en 2003, qui est mis dans un peu, ça a été très très long, très pénible, quand même, de 1999 à 2003, de discussion avant que de 2003 soit décidée la constitution du Conseil français des cultes musulmans. Et ça n'a pas été une mince affaire. Alors, les acteurs, les imperfections, etc., à l'époque, si vous voulez, l'ensemble de la décision, l'ensemble de la déclaration de ce Conseil français du culte musulman, où les acteurs étaient tous conscients, effectivement, des imperfections. Sachez quand même, c'est un petit détail technique, mais que le jour de l'Assemblée générale du CFCL, je crois que c'était en mois de mai 2003, tout de suite, une commission s'est réunie pour modifier les statuts du CFCL, le jour où les statuts ont été déposés. Et il y a eu des réunions contradictoires avec des acteurs qui, effectivement, sont venus et puis ont
protester par rapport à ces grandes fédérations qui avaient décidé, etc. Donc, si vous voulez, il y avait un débat quand même, ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, mais c'est peu connu. Bon, après, une commission devait se réunir pour tenir compte des doléances de toutes ces personnes qui avaient été invitées effectivement à faire part de leurs réserves. Après, c'est tombé dans le ça s'est perdu. Mais c'est vrai que ça a été relativement, je dirais, démocratique dans la mesure dont ça s'est passé. Enfin, ça a été démocratique dans la manière dont les gens se sont réunis, même si c'était à la demande du ministère de l'Intérieur à l'époque. Lui a essayé tant bien que mal de rassembler au plus largement possible, mais quelle impossibilité. Je vous dis, bon, moi-même, il m'est arrivé d'avoir une discussion une fois avec Jean-Pierre Chevènement, lui disant, mais il faudrait que, vous savez, en plus des fédérations, on puisse ajouter quelques grandes mosquées significatives, parce qu'en tant que telles, elles ne sont pas dans des organes fédératifs, mais de par leur exercice, elles sont vraiment au centre de... Oh, mais alors, quoi, vous allez rajouter quoi, des grandes mosquées, vous allez rajouter où on va, comme ça? Où on va aller? Oui, non, c'est une constatation d'un homme politique qui, effectivement, va aller vers l'efficacité et vers la réalisation d'un projet. Donc, vous voyez que ce n'était pas évident. Et pour le bon. Mais, bon, si vous voulez, bon an, mal an, quoi, cette structure, elle était quand même portée sur les bons bâtissements, entre guillemets. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé qui n'ont pas capoté? Qu'est-ce qui s'est passé qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, effectivement, cela puisse déchaîner quelquefois des réactions de violence contre le CFCM qui fassent qu'on se dise qu'est-ce qui n'est-ce pas un peu exagéré? Alors, là, simplement parce que je pense qu'il y a un problème, il y a plusieurs problèmes. Je vais le faire assez rapidement, mais premier problème, l'erreur monumentale, et ça c'est de dire que le CFCM, le Conseil français du culte des musulmans, est une représentation des musulmans. Il n'est pas une représentation musulmane. Il est une représentation de certains notables musulmans, mais ce n'est pas dans le sens noble du terme. Attention, ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis le mot notable, hein. Mais c'est la représentation des structures administratives de l'islam de France. De ceux qui gèrent le culte musulman, les biens religieux. Voilà ce que c'est. À charge, moi, ce que je pensais, comme beaucoup d'autres à l'époque, que le CFCM, fort de cette légitimité acquise auprès des pouvoirs publics sur le terrain purement administratif et relationnel, allait construire, pour le coup, une représentant de la religion musulmane. Et ça, c'est notre gouvernement, ce n'est pas l'affaire de l'État. Heureusement, déjà que la ligne rouge, certains disent qu'elle avait été franchie dans l'action de l'État, dans le fait de favoriser la construction de ce CFCM, mais, si vous voulez, la fenêtre d'opportunité était uniquement la résolution des questions cultuelles qui sont liées sur le champ public. Même pas dans le champ privé, heureusement d'ailleurs, mais dans le champ public. Et c'est vrai que, bon, il manquait des autres choses, c'est-à-dire principalement un imama. Un imama, je dis à ce moment-là, allons jusqu'au bout des choses. Si on crée un consistoire comme le consistoire israélite, ben, créons il y a un grand rabbinat, ben, il faut un grand imam, je m'excuse, mais par similarité, si on veut effectivement comparer la chose, et c'est vrai que sur le plan religieux, la chose a été tranchée dès la première réunion du CFCM, l'affaire était entendue, il est hors de question de discuter de questions théologiques. Voilà. Ça a été une décision qui a été prise. Voilà, la théologie, non, chacun est dans son coin, les Turcs chez les Turcs, l'UIF chez l'UIF, le Maroc de l'autre côté. Donc, on a exclu complètement la possibilité à aucun moment de discuter sur le plan théologique. Alors, petit détail important, parce que ça, j'ai pu vérifier dans les commissions de travail, ce n'était pas la position des théologiens de chaque fédération. C'est intéressant, parce qu'eux, effectivement, étaient intéressés à discuter, effectivement, de toute façon, tout le monde était à peu près sur les mêmes corpus théologiques. Hein. Globalement, tout le monde était, même si, effectivement, aux marges, vous allez me dire, les marges, c'est important des fois. Peut-être, c'est vrai. Mais il pouvait y avoir des choses qui divergeaient. Mais globalement, quoi, le corpus, c'était un peu le type de corpus d'enseignement qui est dispensé dans les grands instituts islamiques dans le monde. Voilà. Donc, il y a à peu près hein, globalement sur les thématiques les mêmes. Mais, si vous voulez, c'est vrai que cette exclusion, ça a été
ça a été une chose qui n'est pas... Alors souvent, qui a gêné dès le départ, non pas que l'islam doit être indivisible, étanché, etc., etc. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est simplement que, si vous voulez, il y avait ce que les gens du CFCM, les notables, appelaient le lien minimum des uns avec les autres. Mais c'est quoi le lien théologique minimum? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est l'islam? Qu'est-ce que c'est être musulman dans un pays occidental? C'est pas être un musulman au Maroc, c'est pas être un musulman en Algérie ou être un musulman en Tunisie. C'est ça. C'est comment pour générer cette pensée. Alors, j'accorde quand même le fait que l'UIF a été parmi la Fédération européenne, sa Fédération européenne, la FOIF, FOIE, pardon, a créé le Conseil européen de la fatwa, etc. Elle a mis au point un certain nombre de structures. Administrativement, c'était tout à fait satisfaisant. Mais effectivement, la production de fatwa, je suis désolé de vous dire, mais c'est pas très approfondi, ça ne va pas chercher quand même au bout du bout, ça donne quelques ficelles, excusez-moi le mot, mais c'est vrai que le Conseil européen de la fatwa n'est pas producteur quand même d'une pensée quand même très audacieuse. En tout cas, elle n'est pas productrice d'une pensée par rapport à ce qu'est être un musulman en Occident. Et ça, c'est du sujet de théologie. Et donc, sujet, c'est bien le CFCM, en l'écartant, a écarté systématiquement tout questionnement qui pouvait se poser par rapport à ce que ce devait être un musulman. C'est quoi un croyant musulman? Comment je crois? Quelle doit être ma pratique? Et ces choses-là, c'est des choses... et il y a eu une exclusion. Ça, c'est une première chose. Alors, bon, ensuite, je ne vais pas revenir pendant 10 heures sur l'histoire de l'indépendance de ces notables par rapport, effectivement, au magistère. Alors, pas du tout financier, parce que souvent, on dit qu'il y a un lien financier entre les telle ou telle fédération, etc. C'est pas ça le plus important. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je n'ai pas envie de dire que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est le magistère théologique. Parce que là, c'est peut-être le corollaire de ce que j'ai dit précédemment. Le magistère théologique, c'est qu'on va chercher ses fatwas, on va chercher ses avis théologiques dans les pays d'origine. Et ça, c'est plus grave que simplement le consulat qui va surveiller si vous allez bien voter aux élections du CFCM. Ça, c'est quand même plus important. Alors, bon, Vincent Gisser le disait tout à l'heure, c'est vrai que le rassemblement des musulmans de France est plutôt dans cette optique, si vous voulez, de combattre, de faire contre la contre-radicalisation sur le terrain orthodoxe, en disant, vous êtes salafiste, mais nous, on est plus salafiste que vous. Caricature. Mais on a, je dirais, il y a un certain nombre de théologiens marocains, par exemple, ils viennent en France, les attentats, ils viennent en France, il y a un vrai effort qui a été fait là-dessus, pour essayer de convaincre les gens. Ils viennent en France, ils ne parlent pas un mot de français, c'est pas fou, écoutez, ils ne s'occupent pas de théologie catholique. Donc voilà. Mais effectivement, quel est leur impact par rapport à une population, effectivement, qui ne demande pas la chose. C'est très construit, c'est très sophistiqué dans cette construction. Donc du coup, si vous voulez, ça c'est un peu la conséquence de cette autorité théologique qui peut avoir des applications indirectes dans le pays d'origine qui est le Maroc, mais qui n'a aucune influence ici, sur ce plan-là. Et si vous voulez, ça n'enlève en rien de l'initiative dont je parlais tout à l'heure, qui était effectivement la grande réunion qui s'est tenue à l'Institut du monde arabe, où effectivement il y a un consensus général de toutes ces organisations musulmanes pour reconnaître, pour faire le texte qu'ils ont fait, etc. Et c'est vrai que normalement, je trouve que effectivement c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu l'impact que ça aurait dû avoir vis-à-vis de l'opinion, parce que c'était quand même quelque chose de fort, avec des gens qui n'étaient pas habitués à se mettre ensemble pour faire face ou pour proclamer leur citoyenneté et leur attachement à la République et à la France. C'est quand même important. Mais enfin, bon, ça n'a pas été, si vous voulez, ça n'a pas racheté, si vous voulez, pardon, la représentativité de ces notables. Alors, après, il y a ce que je voulais dire... oui, je vais faire mes notes, non, ça va, c'est bon. Oui, il y a ensuite, alors, ce que je voulais dire, vous voyez, je ne sais pas bien, parce que je vais trahir mon ancienne affiliation, parce que je veux dire, il ne faut pas tenir compte de l'agenda de l'État.
pas bien ce que je dis, parce que je ne devrais pas le dire. Mais si les musulmans veulent effectivement construire quelque chose, c'est normal, l'agenda de l'État. Et vous savez, la France n'est pas le pire des États européens en la matière. Hein. Il faut arrêter aussi de taper sur l'État français. C'est pas vrai. Je peux vous dire, croyez-moi, je prends l'exemple anglais. Anglais, il y a eu des attentats avant 2005, effectivement, il y avait aucune intrusion de l'État dans les affaires des musulmans. Mais 2005, les attentats, effectivement, de à Londres, et ensuite, il y a eu une gigantesque opération qui s'appelle Preventive Extremist Together, qui était une opération, effectivement, comment dire, pour faire face au terrorisme. Et croyez-moi, il y a eu des demandes explicites, peut-être même plus explicites qu'en France, des musulmans. Hein. Ils étaient sommés de se prononcer, etc. Il y a eu tout un climat tout à fait particulier hein, à Londres à ce moment-là. Bon, alors il y a eu la création même d'un organisme qui a été une tentative d'un mini CFCM qui s'appelait Muslim National Advisory Board, mais qui effectivement était carrément dirigé par le ministre de l'Intérieur anglais. Donc du coup, je ne vais pas jeter la pierre à tel ou tel. Alors, il y a deux étapes quand même. Il faut rendre grâce, c'est l'Espagne et l'Autriche. Eux ont toujours eu des agendas différents que ceux du terrorisme. Mais il faut dire qu'effectivement, la violence, la radicalisation, le terrorisme ont toujours été le temps qui ont marqué dans la plupart des pays d'Europe cette volonté d'avoir des instances minimum représentatives. C'est pour ça que je parle du calendrier. Il faut qu'effectivement les problèmes de l'islam ne soient pas dépendants de ce calendrier, parce que c'est dangereux après. Alors je finis juste, parce que je n'ai pas le temps de tout développer quand même. Alors là, effectivement, ça a été dit avant moi, je ne vais pas le répéter, mais c'est vrai que les conséquences de cette espèce d'atonie, je ne sais pas comment on l'a qualifié, d'une instance représentative idéalisée, c'est effectivement, ça ne fait que creuser la distance entre l'islam institutionnel et l'islam réel. Parce que dans le fond, si on crée un islam institutionnel, ceux qui rentrent dans l'institution, ça a été dit, l'institutionnel, dans le cadre institutionnel, ils s'éloignent d'autant de l'islam réel, qui est celui des simples croyants, certes, mais aussi des jeunes, celui des jeunes, hein, c'est pour ça. Là aussi, effectivement, il y a aussi ça augmente la victimisation, parce que ces gens qui sont, c'est ce CFCM qui est complice, effectivement, de l'État, complice de ce dont souffrent les musulmans, et ben, ça entraîne un effet de victimisation, ça ne fait que l'amplifier. Et en amplifiant ce phénomène de victimisation, il est pris en charge par des organisations qui, elles, ne sont pas liées au culte, se prétendent, je m'excuse, hein, je le dis, et qui se prétendent les défenseurs des musulmans. Or, effectivement, l'objectif religieux, le contenu religieux dans leur défense n'est pas très fourni, il est pratiquement absent. En revanche, leur agenda politique, il est beaucoup plus précis. Donc, du coup, c'est le danger que se développe, s'il y a trop de distorsions, trop de différences entre les deux, c'est un risque énorme. Donc, je ne vais pas continuer comme ça, on pourra. Et dernière chose, et là ça a été dit par Vincent Gesser, je crois, oui, c'est effectivement quelque chose de spectaculaire, c'est beaucoup dire, mais de très remarquable. Vous savez, en 2003, quand le CFCM a été construit, quand donc c'est créé, il y a eu tout de suite la constitution d'une organisation qui se prétendait des musulmans laïcs, mais qui affirmait carrément, même pas, c'était pas laïque, c'était plutôt athée, libre penseur que laïque. Donc du coup, ça veut dire, vous avez créé l'organe du culte, nous on veut qu'on soit des musulmans peut-être culturels, mais laïcs. Aujourd'hui, je pense c'est beaucoup plus rasséréné. C'est-à-dire qu'on a effectivement cette société civile, on va parler d'une vice-présidente du Sénat, qui est présidente d'un institut de culture d'islam à Paris, mais on a effectivement une société civile musulmane. Et là, les grandes fédérations, je pense qu'elles ne comprennent pas ce qui se passe. Elles ne comprennent pas cette société. Ils sont de plus en plus éloignés. C'est-à-dire que cette société musulmane, elle est présente, elle est partout. Ça peut être un imam, ça peut être un cadre, c'est un ensemble, et elle est là. Et il n'y a plus que, il n'y a pas, si vous voulez, la non-potabilisation, la routinisation
du culte, c'est vraiment dépassé aujourd'hui, et qu'il faut vraiment rouvrir le dossier pour permettre effectivement de réfléchir un peu plus sérieusement à cette organisation.